Euh, Comme vous l'aurez compris, vous avez été très, très nombreux à vous inscrire à ce workshop. Oui, parce que grosso modo, à peu près plus de 270 personnes et que les 100 premiers, en fait, pourront malheureusement y participer. Donc, l'enregistrement est lancé. Je vous propose qu'on démarre. Ravi à tous, en tout cas, de vous retrouver et bienvenue dans ce nouvel workshop du Meeting Club. Alors, comme pour ceux qui ne le savent pas, le Meeting Club, c'est le réseau de travail et d'échange de Proactive Academy. Et en fait, nous voulions aujourd'hui vous partager nos premières expérimentations sur l'utilisation de ChatGPT dans la conception de formation. On ne va pas vous le cacher, hein, l'outil nous a vraiment impressionnés. Et il y aura un avant et un après la sortie des outils d'intelligence artificielle, des modèles conventionnels, mais pas seulement. Que ça soit qu'on soit créateur de contenu, journaliste, qu'on soit dans l'art, dans la communication, dans le marketing, qu'on soit dans l'informatique, la conception de logiciels ou de sites Internet, et bien sûr la pédagogie et la formation. Tous ces secteurs vont être, on va dire, bouleversés dans profondeur. Et on va, bien sûr, je ne vais pas traiter tous ces sujets-là tout de suite, mais on va, entre guillemets, regarder ensemble comment ChatGPT déjà peut être utilisé dans la formation. Alors, ça va se dérouler? Je vais vous faire juste une petite présentation un peu de qu'est-ce qu'est ChatGPT d'OpenAI. On ne va pas rentrer dans le détail de sa conception parce qu'on enregistre un podcast sur le sujet bientôt qui sortira la semaine prochaine ou la semaine suivante, on verra. On a un podcast qui s'appelle le Meeting Club pour ceux qui sont intéressés, que vous pouvez retrouver sur notre blog ou sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast ou Deezer et tous les autres, et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est un workshop. Donc, l'objectif, c'est d'échanger entre nous, de discuter. Donc, n'hésitez pas en fait à poser vos questions directement sur le chat pour échanger. C'est mieux que le micro vu qu'on est sur quelque chose d'enregistré. Voilà. Donc, je vous propose donc qu'on se lance. Donc, d'abord, qui nous sommes, hein, Proactive Academy est un organisme de formation qui a une école qui s'appelle Alterneo et une entreprise de formation de salariés qui existe maintenant depuis 2014. On vient de fêter nos 9 ans. Donc, on forme principalement des salariés d'entreprise et des salariés d'organismes de formation parce qu'on a beaucoup de formations sur la pédagogie pour les ingénieurs et les formateurs. Tout ce qui est développement commercial, relations clients, management, tutorat. Et donc, on forme à peu près 1200 personnes par an sur 500, à peu près 600 organisations. Alors là, je ne parle que des salariés, mais je ne parle pas des 200 apprentis formés dans notre CFA. Donc, globalement, ChatGPT, c'est quoi? En 2013, donc des gens que vous connaissez sûrement, en tout cas au moins Elon Musk, Sam Altman et Greg Brockman de Stripe et Incubateur Y, qui sont des Américains, ont décidé de lancer une organisation de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est 2015 et l'objectif, c'était de développer des technologies d'intelligence artificielle assez avancées et surtout de manière responsable et sécurisée. Vous savez qu'il y a pas mal de tests qui ont été faits précédemment, qui ont montré que les intelligences artificielles pouvaient aussi très rapidement déraper, surtout quand ils devaient un peu imiter le comportement humain et devenir très rapidement xénophobe, raciste ou homophobe. Et l'objectif, c'était de la sécuriser et d'en faire en fait un outil pour aider les entreprises et l'humanité à avancer. Et donc avec une approche très collaborative et axée sur la recherche. Donc, ça regroupe pas mal de chercheurs, d'ingénieurs, d'éthiciens, d'experts pour développer des modèles assez avancés qui sont capables de résoudre des problèmes assez complexes dans un certain nombre de domaines. Donc, OpenAI a mis en disponibilité publique, donc très récemment, vous en avez tous entendu parler, 2 logiciels, un qui s'appelle DALL-E 2 et l'autre qui s'appelle ChatGPT. Alors, ChatGPT, donc DALL-E, en fait, c'est un outil, il n'est pas le seul, et c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'outils qui seront proposés sur le marché dans les mois qui vont venir et qui vont concurrencer un certain nombre de choses, dont ChatGPT et DALL-E, en fait, et il fait partie de la même famille, est un outil
qui permet en fait de créer des images en fonction de la description qu'on va lui donner. Là, en fait, vous voyez en partager, je me suis amusé. Un jour, j'ai fait un mauvais rêve et j'ai demandé, en fait, j'ai raconté ce rêve à ChatGPT et je lui ai demandé qu'il m'écrive en fait une courte description qui pourrait en fait permettre à Dali de concevoir en fait une image qui représente ce rêve. Voilà. Donc là, vous avez les premiers tests que j'ai faits. Alors, je me suis pas mal amusé avec ce genre d'outils. C'est pour vous dire en fait que maintenant, demain, on peut concevoir avec ce genre d'outils des images dont les droits en fait nous appartiennent et nous permet, on va dire, d'illustrer un certain nombre de choses, soit pour de l'article, pour des exposés, pour voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, et même de l'art. Voilà, donc c'est pas l'outil que je préfère en conception d'image, mais vu qu'on était sur OpenAI, je voulais, entre guillemets, vous montrer ça. Le deuxième outil, quand même, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est quand même un outil informatique qui permet de comprendre le langage naturel humain et de produire des réponses à des questions, des commentaires et à des problèmes complexes. Donc, ça a été conçu en termes de réseau neural artificiel. Donc, il a été alimenté avec énormément des millions de données qui ont été fournies jusqu'en fait début d'année 2021. Donc, c'est-à-dire il ne connaît pas l'actualité après 2021, mais par contre, il est capable d'analyser de grands ensembles de données linguistiques, ce qui lui permet de comprendre des schémas et les règles de langage et gérer en fait des réponses qui sont très cohérentes et appropriées en fonction du contexte et de la question qu'on lui pose. Donc voilà, il est capable de comprendre et de produire du texte dans de nombreuses langues différentes. Donc bien sûr, il a été entraîné en anglais, mais aussi beaucoup, le travail ensuite a été fait en français, espagnol, allemand, portugais, italien, chinois et japonais uniquement. Mais il est capable aussi de traduire un certain nombre de choses. Donc, je ne reviendrai pas en fait sur la conception des réseaux de neurones artificiels, de la technologie utilisée, etc. Si vous voulez vraiment approfondir ce sujet, on l'approfondira dans un second épisode qui sortira en fait début du mois d'avril. Alors, ChatGPT, comment il peut être utilisé? Alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez sur cette première introduction. ChatGPT, c'est quoi? Comment il peut être utilisé? Donc aujourd'hui, il peut être utilisé de deux façons différentes. Je vais parler de la façon la plus technique possible au départ et la plus compliquée, c'est les API. Les API, en fait, c'est de donner en fait accès à son moteur par le biais de tuyaux qu'on peut entre guillemets connecter en fait à des autres applications pour améliorer en fait on va dire son outil, sa conception. Donc demain, en fait, vous pouvez parfaitement avoir un outil, par exemple, de e-learning alimenté par des API en fait de ChatGPT et qui va, entre guillemets, améliorer les fonctionnalités que vous pouvez lui demander. Donc, en fait, ce n'est pas un outil qui est fermé, au contraire, qui va être ouvert. C'est un modèle économique, bien sûr, aussi pour financer l'outil. Bien sûr, dès que vous appelez l'API, vous payez en fait son utilisation. Et pour ceux qui ont l'habitude un peu des logiciels ou des outils, vous avez de plus en plus d'applications en SaaS qui mettent en place des API qui permettent de connecter petit à petit vos logiciels. Donc ça, c'est la première utilisation. Et la deuxième utilisation, c'est d'aller directement sur l'outil conversationnel qui est ouvert au public. Je vais vous montrer ça en fait tout de suite pour discuter directement avec lui pour en avoir une utilisation qui est beaucoup plus simple que la partie plus industrialisée qu'on a pu voir en amont. Alors, quelle utilisation en fait dans le domaine pédagogique? Alors, je vous montre juste rapidement avant d'aller plus loin. Hop là. S'il veut bien me donner l'accès, voilà, l'outil, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, ChatGPT, c'est ça pour ceux qui n'ont pas eu en fait accès. Hop là, je le rafraîchis pour voir qu'il n'a pas bugué, vu qu'il a bugué toute la soirée hier et toute la nuit. J'avais peur qu'on n'ait pas accès ce matin, mais on a de la chance, ils ont travaillé dans la nuit. Donc, ChatGPT, en fait, globalement, il y a 3 versions disponibles. Vous avez une version, entre guillemets, qu'on appelle Legacy, qui est la version gratuite offerte à tout le monde avec des limitations. En général sur la rapidité et sur son raisonnement. Vous avez la version payante
que nous possédons, qui permet en fait d'avoir un accès beaucoup plus rapide. Et vous avez la version 4, qui est une version en fait de test en ce moment, et qui en fait a 150 fois plus de possibilités que la version payante que nous avons aujourd'hui. Donc, elle est en version test, donc elle est beaucoup plus lente, mais elle devrait remplacer la ChatGPT.5 d'ici quelques semaines, après, entre guillemets, sa fiabilisation. Donc ça, globalement, donc ChatGPT, moi que j'appelle Bob. Bonjour Bob. On est réunis avec 100 personnes pour présenter tes capacités. Voilà, dis-leur. Voilà, donc il vous explique qui il est, son niveau de précision, et je leur dis-leur bonjour à tous. Voilà, donc il est ravi de faire votre connaissance, et vous aussi, j'imagine. Donc ça, c'est globalement l'utilisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de ce genre d'outil, c'est qu'il permet en fait d'approfondir des sujets dans le cadre d'une conversation. Et vous allez très rapidement le voir que, en fait, si vous n'êtes pas clair avec lui, il ne sera pas clair avec vous. Et que vous allez pouvoir approfondir des sujets au fur et à mesure. Donc, un chat, en fait, ce que vous voyez en fait en haut à gauche, correspond à un sujet. Et donc, si vous voulez repartir à zéro avec lui, vous créez en fait un nouveau chat au fur et à mesure. Donc ça, c'est une très simple présentation. Et en fait, il n'est pas plus compliqué que ça. Si je reprends en fait globalement la suite de ma slide, globalement, quelle est son utilisation dans le domaine de la pédagogie? Déjà, c'est un outil pour se former. Et quand on a un sujet qu'on veut traiter, on peut, entre guillemets, lui poser des questions et lui demander de se former. Par exemple, c'est bientôt le bac et je lui demande, donc, peux-tu me donner des exercices de mathématiques, de maths, pour m'entraîner. Hop. Pardon. Pour m'entraîner à passer le bac. Voilà, donc il va me donner quelques choses à faire. Alors bien sûr, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ChatGPT, il a plusieurs caractéristiques. Première chose, c'est qu'il est très, très, très cultivé, donc il connaît énormément de choses. Par contre, il est feignant. Et ça, il faut le savoir, c'est que il se contente du minimum. Donc, il faut le cadrer. Et deuxièmement, c'est qu'il est bête comme ses pieds. Et donc, si vous ne lui dites pas exactement ce qu'il veut, il fera, entre guillemets, ce qu'il a compris. Et donc, c'est-à-dire le minimum. Donc, bien sûr, là, il m'a donné des exercices de mathématiques. Donc, m'en voulez pas, mais moi, la terminale, ça fait un petit moment déjà. Donc, je ne suis pas capable de répondre. Donc, je vais lui demander, peux-tu me corriger les questions et me les expliquer. Voilà. Et donc, il me refait en fait l'ensemble des calculs et il va, entre guillemets, à chaque fois me simplifier la fonction et me la détailler, m'expliquer comment ça fonctionne. Alors, bien sûr, on est d'accord que ça reste, comme le e-learning, des outils qui permettent à des gens qui sont indépendants de se former en solo. Et automatiquement, le rôle du formateur et de l'ingénieur pédagogique est toujours important parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours besoin de gens qui permettent de faire la partie apprentissage, même si le contenu appartient à quelqu'un, peut être disponible dans ce genre d'outil. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer rapidement pour vous montrer la vitesse et la rapidité de l'outil, de ce qui est possible de faire. De toute façon, il me parle de quelque chose que je ne comprends pas, donc on va passer à la suite sur ce sujet-là. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des choses ou des questions qui sont posées, si c'est très clair pour vous. C'est aussi un outil pour créer, vous l'aviez vu en fait tout à l'heure, on peut faire plein de choses avec, on peut écrire des articles, on peut lui demander des conseils pour créer une entreprise, voilà, j'ai testé plein de choses, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pédagogie et la formation. Donc, on peut créer des programmes de formation, on peut créer des exercices, vous l'avez vu, on peut créer des itinéraires pédagogiques, on peut faire des tests de positionnement, on peut faire des tests d'évaluation, on peut faire des outils d'animation. En fait, tout est possible. Et aujourd'hui, je n'ai fait qu'un test sur de la formation courte
professionnel continu, mais je suis pressé d'attaquer le travail sur des modèles pédagogiques plus à pousser comme, entre guillemets, des référentiels de diplôme ou des blocs de compétences, mais je ne suis pas allé encore jusque-là. Avant que tu continues, j'ai une petite question qui est venue dans le chat. Une personne qui me demande si c'est possible d'enregistrer les réponses de ChatGPT en dehors de faire des captures d'écran ou des impressions PDF. Est-ce que tu as une solution en fait, pour garder les réponses qu'il nous transmet? Pour être honnête, moi aussi, j'étais un peu feignant jusqu'ici et je ne suis pas allé plus loin dans l'enregistrement des réponses. Mais ça fera partie en fait des données qu'on va, entre guillemets, petit à petit vous donner. Donc, vous aurez les infos si vous suivez nos fils d'actualité. Voilà. Et donc, comment en fait on crée en fait tout ça? On le crée en rédigeant des consignes, comme je vous l'ai dit, parce que notre Bob, moi c'est moi qui l'appelle Bob, hein, mais vous l'appelez comme vous voulez. Alors des fois il se rebelle un peu quand vous l'appelez Bob, hein, mais il faut lui dire que c'est son surnom, et puis après il s'en rappelle. Et donc globalement les consignes qu'on lui donne, c'est ce qu'on appelle des prompts. Et en fait, des prompts, vous allez voir, c'est globalement la principale compétence à développer dans le ChatGPT, en dehors de vos compétences de formateur et d'ingénieur pédagogique, c'est savoir en fait les écrire. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui ensemble. Donc, je vais créer un nouveau chat parce que je ne veux pas qu'il mémorise ce qu'on vient de se dire juste avant. Je vais garder en fait le mode payant. Je ne vais pas passer sur le ChatGPT 4 parce qu'il est très très lent, mais je vous ferai une démonstration après tout à l'heure. Et donc, on va ensemble, si vous le voulez bien, concevoir une formation autour de la conception de newsletter. On est d'accord? Allez, c'est parti. Donc, je lui dis, ma première commande, c'est, voilà, peux-tu me créer une formation pour concevoir sa newsletter? Et bien sûr, il va le faire. Donc, il me dit, ben voilà, on va faire une introduction, et après, on va décrire un certain nombre de points qu'il veut, entre guillemets, particulièrement décrire. Voilà. Donc, il m'a créé un premier, grosso modo, contenu qu'il veut mettre dans sa formation avec une introduction, un deuxième point qui est la planification. Après, il va parler du design, du contenu, du call to action, analyse et amélioration, et après, il fait une conclusion. Bon. Globalement, je trouve ça un petit peu light et ça ne correspond pas, entre guillemets, à ce que moi j'attends. Surtout que, vous le savez très bien, on est tous aujourd'hui impactés par un certain nombre d'exigences réglementaires et en particulier aussi qualité avec Calliope, et que dans le cadre de la conception pédagogique et des programmes de formation, on nous demande un certain nombre de choses. Donc, je vais aller plus loin et je vais lui dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que je veux quand même une formation qui dure 2 jours avec 7 heures, 7 heures en fait chacun. Voilà. Donc, je lui demande de créer une nouvelle formation avec une partie horaire. Et donc là, on voit qu'il va un petit peu plus loin dans la réalisation et qu'il est plutôt en train de me concevoir un itinéraire pédagogique. Donc, encore une fois, on est à côté de globalement ce que je lui ai demandé. Donc, on voit encore l'importance d'aller un peu plus loin dans le travail. Donc, je crée un nouveau chat et ce qu'on a oublié de lui dire et ce qu'il n'a pas compris, c'est que pour faire un programme de formation, il faut quand même avoir des objectifs pédagogiques. Donc, je lui ai demandé de me dire, voilà, on va rester sur ma formation concevoir sa newsletter avec 2 jours de 7 heures chacun. Et je lui demande de me définir des objectifs en respectant la taxonomie de Bloom. Tout le monde sait ce qu'est la taxonomie de Bloom, qui doit être respectée dans le cadre de Calliope. Et donc, je lui demande, et vous voyez, je suis même allé trop vite, mais ce n'est pas grave, je voulais quand même vous montrer déjà cette partie-là. Et là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de lier en fait ce qu'il connaît sur la taxonomie de Bloom avec le concept qu'on lui a demandé d'écrire, de concevoir une formation sur la conception de newsletter. Et donc, il a relié pédagogie, enfin, ce qu'il connaît lui en fait en termes de savoir, qu'il a ensuite relié au travail qu'on lui a demandé de faire.
Donc, ce n'est pas, entre guillemets, exactement la commande, parce que moi, je n'ai pas envie qu'il me rappelle ce qu'est la taxonomie de Bloom à chaque fois que je conçois un programme de formation. Donc, et là, vous avez déjà eu un peu la réponse. Donc là, je vais lui stopper ça. Merci. Je vais lui demander d'aller plus loin. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une question, c'est pourquoi j'ouvre un chat à chaque fois. C'est pour vous montrer en fait l'évolution en fait du prompt par rapport en fait, parce que je pourrais parfaitement, et vous avez raison, et c'est un des points que je voulais vous dire aussi plus loin, mais la question elle a été anticipée, c'est que l'avantage en fait de ChatGPT, c'est que quand il vous fait un travail, vous pouvez lui demander de corriger. D'accord, et ça, c'est un point important, c'est que vous pouvez lui demander de modifier des choses, d'avancer, et c'est l'objectif du conversationnel. Moi, ce que je voulais vous montrer dans ce travail ensemble, c'est que vous montrer l'impact du prompt dans la commande et dans la conception. Et c'est l'objectif en fait de demain, quand on va tous se former à ce genre d'outils, c'est pour moi en dehors de la connexion entre différents outils, c'est sa capacité à lui dire ce qu'on veut. Et donc là, je lui demande en fait de ne pas séparer les objectifs, de ne pas rappeler ce qu'est la taxonomie de Bloom, parce que je m'en moque un peu, et plutôt de partir sur des objectifs qui doivent commencer par un serve web chacun. Donc là, en fait, il va me reprendre la taxonomie de Bloom en me faisant en fait à chaque fois les objectifs, même s'il a encore un petit peu tendance à vouloir me rappeler comment dire, les fondamentaux de la taxonomie de Bloom. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on va lui demander d'aller plus loin. Donc là, je lui dis, mais Bob, tu as oublié le programme de formation, parce qu'en fait, je lui ai demandé en haut quand même de me dire, créer une formation sur 2 jours. Et lui, il est resté bloqué sur ses objectifs de Bloom. Voilà, il avait oublié. Donc là, il revient et il me conçoit le programme de formation que je lui ai demandé, même s'il est encore bloqué sur son itinéraire pédagogique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. L'une des questions, c'est du coup les prompts, et je pense que ce serait utile pour tout le monde. Est-ce que tu les enregistres, est-ce qu'il y a la possibilité d'enregistrer ton prompt pour un peu avoir un espèce de cadre que tu réutilises et que tu réadaptes à chaque fois? Et une deuxième question qui me vient moi à l'esprit, c'est du coup, comment en fait toi personnellement, tu as fait pour trouver le bon prompt pour avoir en fait une réponse qui correspond vraiment à tes attentes? Alors, donc l'historique en fait, c'est-à-dire que là, je vous dis, il y a un petit bug technique depuis hier. Donc, en fait, vous gardez tous vos historiques de chat sur le côté. Je ne sais pas encore combien de temps ils sont concernés, mais je pense que vous les gardez un moment. Après, la concession de prompt, elle se fait donc par de l'expérience. Et en fait, je commence maintenant à comprendre comment il fonctionne et ses attentes. Et surtout par le test, en fait. Enfin, on fait énormément de tests. Et là, c'est ce que je suis en train de vous montrer. C'est-à-dire que dans le cadre du travail, vous voyez bien que là encore, on est encore loin de ce qu'on attend. Il me fait encore un itinéraire pédagogique avec des objectifs qui sont quand même très importants. J'ai jamais vu 10 objectifs pédagogiques pour une formation de 12 jours. Donc, on va, entre guillemets, continuer à lui demander de corriger. Pourquoi lui donner un nom et à quelle fin? Voilà, j'ai donné Bob parce que j'aime bien le nom Bob, et que ChatGPT, je trouve que c'est trop mécanique, et c'est pour lui donner une personnalité, pour faire en fait voilà, pour lui donner une vraie réalité. Je ne sais pas si vous avez vu ça en littérature, mais dans le cadre de si on ne nomme pas les choses et qu'on ne lui donne pas de nom, elles n'existent pas. Donc là, je vais aller plus loin dans la conception, et je vais lui demander d'aller un peu plus loin dans le programme, et on va concevoir. Je vais lui demander cette fois-ci de détailler un peu plus les modules. Donc, je lui ai demandé de créer une formation pour les salariés en entreprise, de concevoir sa newsletter, durée 2 jours.
D'abord, définir les objectifs en respectant la taxonomie de Bloom, d'accord. Puis, construit donc le programme avec des modules en détaillant les principaux concepts, avec chaque module des méthodes, des techniques et des outils pédagogiques. Et donc, pas besoin d'indiquer la durée ni le jour de formation, ça évite d'en faire un itinéraire pédagogique. Donc là, il me refait en fait les objectifs de taxonomie de Bloom, mais par contre, on rentre dans un programme beaucoup plus détaillé. Donc à chaque fois, introduction à la newsletter, tac. Concevoir une stratégie éditoriale pour la newsletter. Module 3, choisir le bon format et la mise en page pour la newsletter. Rédiger des contenus pertinents. Intégrer des éléments visuels et multimédia pour renforcer l'impact de la newsletter. Utiliser des outils de mesure pour évaluer l'efficacité. Et après, à chaque fois, vous avez une conclusion. Alors, des fois, hop, je lui demande de continuer son travail. Et il peut donner un certain nombre d'outils, des remarques qui lui paraissent en fait pertinentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des écritures, mais on commence déjà à avoir quelque chose d'à peu près correct. Alors, je vais aller plus loin maintenant parce que vous savez parfaitement que quand vous êtes sur Calliope et que vous créez un programme de formation, vous devez évaluer vos apprenants en amont de formation. C'est ce qu'on appelle en fait, les tests de positionnement pour montrer en fait où en sont nos candidats et quelles sont entre guillemets les compétences qu'ils maîtrisent déjà et comment je peux adapter ma formation par rapport à ça. Donc ça, obligation Calliope. Donc moi, à chaque fois qu'on crée un programme chez Proactive Academy, automatiquement, on crée les tests de positionnement et les tests d'évaluation. Donc j'ai rajouté une phrase, je lui ai fait, écoute, ensuite, créer un premier test de positionnement en amont de formation avec des questions à choix multiples en précisant les bonnes réponses. Et je lui ai dit, il me faudra 10 questions. Donc, il relance le travail. Donc, il repart donc, sur sa conception d'objectifs. Il part sur le détail de ses modules qui vont normalement pas bouger par rapport à ce qu'il a déjà proposé. Tac. Et à la fin, dès qu'il aura atteint son module 7, il me semble, qui s'arrête là. Ah non, il est resté à 5. Il me fait son premier test de positionnement. Donc, qu'est-ce qu'est une newsletter? Et là, vous allez remarquer qu'il y a deux choses qui ne vont pas. C'est que, qu'est-ce qui est une newsletter? Il fait des questions ouvertes. Je vais lui dire, mais Bob, tu as oublié les QCM, tu vois, et il me faut 10 questions. Il s'excuse et il repart. Et à chaque fois, il précise quelle est la bonne réponse dans ce fameux quiz. Donc, si vous lui dites, vous lui demandez pas en fait d'informations supplémentaires, en tout cas de cadre, il va s'arrêter à 5 questions. Si vous lui en demandez 25, il va faire les 25. C'est très important en fait de bien le cadrer. Le point aussi de voir, c'est de voir en fait, est-ce que les questions, après, sont, on va dire, importantes. Et c'est là où aussi le travail du formateur et l'ingénieur pédagogique va être important, c'est de corriger, d'améliorer les éléments. Et ça, on reviendra un petit peu sur la partie éthique du travail dans l'utilisation de ce genre d'outils. Donc, nous avons donc nos objectifs pédagogiques. Nous avons nos modules de formation. Nous avons notre quiz, notre test de positionnement. Alors, un test de positionnement très simple, hein, on pourrait parfaitement lui demander une des réflexions plus poussées. C'est-à-dire que là, je lui demandais un quiz parce que c'était plus simple, mais on pourrait parfaitement lui demander, par exemple, de me créer un exercice de travail pratique à réaliser en amont ou en post-formation. Donc ça, c'est bon. Maintenant, pédagogie et Calliope obligent toujours, après avoir une formation, on doit évaluer les compétences des individus. Et donc, je vais donc lui créer. On va reprendre notre prompt initial.
Tac. Hop. Et il a créé son premier test de positionnement. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis allé trop vite. Je vais repartir à 0. En attendant, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je lui ai donc écrit un autre paragraphe où je lui dis, de plus, créer un premier test d'évaluation après la formation, dont je lui précise, avec des questions à choix multiples qui valident les objectifs pédagogiques en précisant les bonnes réponses. 10 questions. Les questions pour le test de positionnement doivent être différentes de celles du test d'évaluation et que chacun des tests doit comporter 10 questions à choix multiples avec des réponses précises. Donc, en fait, vous avez vu que, je vous ai, entre guillemets, passé le temps de travail qui m'ont permis, on va dire, de décrire ce genre de choses, parce que ça veut dire que si on ne lui précise pas un certain nombre de choses, il peut, entre guillemets, passer à côté. Et donc, il va repartir sur la conception de cette formation avec l'ensemble des éléments que je lui ai demandé. Alors, j'ai vu une autre question. Est-ce que la version gratuite peut offrir autant de réponses dans des précisions? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la version 3.5, payante ou gratuite, apportera le même type de contenu. Par contre, un des points essentiels, c'est que la version payante est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ouais, c'est 15 fois ou même 20 fois plus rapide. Et surtout que vous êtes prioritaire, c'est-à-dire que s'il y a trop de monde, vous n'accédez pas à l'outil. Donc, c'est un des points pour lesquels la version payante est intéressante quand on travaille avec tous les jours. Donc là, pour revenir en fait au test qu'il est en train de construire, il a encore oublié, vous avez vu, les QCM. Et donc, ça veut dire que notre prompt n'est pas encore totalement bien construit. Mais par contre, on a déjà, entre guillemets, un premier travail de conception d'outils d'évaluation. Et je vais aller plus loin, je vais lui dire, voilà, maintenant, peux-tu m'écrire plutôt, en fait, un exercice. Oui, mince, pardon. Un exercice pratique pour évaluer la capacité du stagiaire à créer une newsletter. Donc là, il réfléchit un peu. Voilà, exercice pratique. Donc, il donne des instructions. Donc, créer une newsletter simple et efficace. Hop. En utilisant les connaissances et les compétences acquises lors de la formation. Donc, choisissez un sujet pour votre newsletter, par exemple une promotion ou une mise à jour d'entreprise. Planifiez votre newsletter en identifiant votre public cible, vos objectifs et votre contenu. Concevez votre newsletter en utilisant un logiciel de création. Et après, il vous donne les critères d'évaluation. Je ne vais pas détailler tous les points, mais on a déjà un début d'exercice. Moi, je vais aller encore plus loin parce que, vous le savez très bien, dans Calliope, pour connaître par cœur le référentiel, il faut être capable de faire le lien entre les objectifs pédagogiques et les questions d'évaluation, et donc d'être capable de faire le croisement, le fameux tableau de croisement entre l'évaluation et les objectifs. Et donc, je lui ai dit, pour finir, fais le lien dans un tableau entre les objectifs pédagogiques et les numéros des questions de test d'évaluation qui les valident. Donc, en fait, je veux qu'on démontre qu'on est capable de dire, voilà, pour l'objectif 1, c'est la question. Pour l'objectif 2, c'est la question 15, etc., etc. Donc, voilà, il repart dans sa fameuse conception.
Donc, je repars à zéro, mais en fait, vous avez bien compris que je pourrais parfaitement, dans une même conversation, lui demander de compléter à chaque fois les programmes qu'il a conçus pour, entre guillemets, arriver au final à quelque chose de bon. Le point, et c'est un peu la question qui a été posée tout à l'heure, c'est que l'idéal dans ce genre d'outils, c'est de proposer en fait des prompts tout faits qu'on a déjà figés, qu'on sait qui fonctionnent pour avoir quelque chose de bien. Des fois, il s'arrête. Hein. C'est fait exprès. L'objectif, c'est aussi d'utiliser les API. Mais oui, donc là, en fait, il est clairement en train de nous faire les tests d'évaluation. Tac, on est parti. Et il va, en fait, ensuite, j'espère, nous proposer un tableau entre le suivi des objectifs pédagogiques et les questions qui vont avec. Donc là, on est à la question 9. Tac, tac, tac. Et voilà, il nous fait ce tableau-là. Alors, bien sûr, hop, continue. Il est en train de nous dire, ben voilà, l'objectif pédagogique 1, il est validé par la question 10. L'objectif pédagogique 2, il est validé par la question 8. L'objectif pédagogique 3, il est validé par la question 7. L'objectif pédagogique 4 par la 2, etc. etc. Bien sûr, ont été conçus on va dire par rapport à ce qu'ils connaissent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous lui demandez d'approfondir, et plus il va pouvoir approfondir en fait le sujet. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 20 minutes. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais n'hésitez pas en fait à interagir si vous avez des choses, des remarques, des choses à dire par rapport à ce que je suis en train de vous montrer. Justement, nous, enfin, j'ai une question et elle revient aussi dans le groupe. C'est du coup, je pense on va y revenir un petit peu plus tard sur les limites de ChatGPT et les difficultés qu'on peut y retrouver. Mais la question qui se pose tout de suite, c'est comment on va faire? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème si plusieurs organismes de formation passent par ChatGPT à se retrouver en fait avec des programmes de formation qui se ressemblent tous? Et comment faire en fait pour éviter cet écueil? Est-ce que ça va aussi dépendre, enfin, j'ai l'impression, après ce que tu as dit, c'est que ce qui est important et crucial, c'est le prompt que tu vas définir. Et donc, peut-être que sur ce prompt-là, on peut apporter des informations complémentaires qui vont permettre. Voilà, est-ce que la peur et la crainte de ce que j'ai dit, c'est est-ce que on n'aura pas en fait des programmes qui seront faits par la machine et qui seront tous les mêmes, peu importe l'organisme de formation? Alors, l'outil a été… Alors moi, j'ai plein de réponses là-dessus à apporter, mais déjà, l'outil a été conçu pour éviter le plagiat. Donc, ça veut dire que tu veux lui poser une question, il ne répondra jamais pareil, déjà. C'est-à-dire, ça, c'est un point important. Bien sûr, mais après, de toute façon, on est d'accord que qu'est-ce qui va faire la différence entre un organisme de formation 1 avec un organisme de formation 2? C'est, entre guillemets, sa capacité à individualiser la formation et l'animer par rapport à la commande de son client. Et on sait très bien que déjà, le vol de programmes de formation existe déjà sur le marché, rien qu'entre guillemets en allant sur les sites Internet. Et on le voyait depuis avant que Calliope arrive, les organismes de formation, et je pense qu'une partie d'entre vous le savent, n'affichaient pas leur programme détaillé pour éviter qu'on leur pique. Aujourd'hui, on est obligé de les afficher parce que c'est réglementaire, mais c'est quand même le marché, il est quand même… voilà, déjà, en fait, on se pirate déjà entre nous. Ça, c'est la première chose. Le point après, c'est que l'outil, vous allez voir, on va regarder ça après, permet aussi d'individualiser les programmes de formation et de les adapter par rapport à notre patte à nous. Et c'est ce que je voulais dire, c'est surtout que, en fait, ne faites pas de copier-coller. L'objectif, en fait, de ChatGPT, c'est d'être un assistant, d'apporter des contenus déjà existants qu'on pourrait nous concevoir, mais qui nous prendront de temps, et après de l'adapter. On verra ses limites. Il y a des mots à corriger, il y a des expressions en termes de traduction qui ont besoin d'être retravaillées. Enfin, ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut reprendre, en fait. Et entre guillemets, depuis l'arrivée d'Internet, le formateur et l'enseignant n'est plus, entre guillemets, le sachant. Ça, c'est un point qu'il faut, entre guillemets, accepter. Par contre,
le rôle du formateur et de l'enseignant, c'est sa capacité à transmettre les compétences, à mettre le stagiaire en mouvement et l'aider à apprendre en fonction de sa typologie, que ce soit quelqu'un qui a moins de 30 ans ou que ce soit un adulte, à l'exercer, à l'évaluer, à l'accompagner et à le coacher. Donc, avec des outils comme ChatGPT ou même Wikipédia à l'époque et tout ce qui existe à Internet, le savoir, il est disponible. Par contre, maintenant, il faut être capable de l'animer pour permettre aux personnes, en fait, d'évoluer là-dessus. Je vais lancer après des derniers tests. Je vois il y a des questions. En fait, globalement, le savoir qu'il a acquis, il l'a récupéré en fait sur Internet et il n'y a pas en fait comment dire, il ne ressort pas en fait les données de droit enfin, il n'y a pas d'histoire de droit d'auteur ici, ça n'existe pas. Tout a été fait en fait pour que la donnée, le savoir en fait existant puisse en fait être réutilisé. Et tout ce qui ressort, ce sont des choses qui sont en fait, digérées et recrachées entre guillemets de façon dont on lui a demandé. Alors, je sais que tout le monde a peur sur ses droits d'auteur, sur ses contenus, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas enfin, déjà, il n'a pas accès à vos contenus à vous. Par contre, on est d'accord qu'il apprend. Et donc, les contenus que vous lui donnez, à des proportions assez minimes, en fait, il peut enregistrer votre façon de fonctionner, vos compréhensions, etc. Et il y a des fois, il dit des erreurs et vous le corrigez, et en fait, il ne les reproduit pas derrière. Et ça, c'est quelque chose c'est un outil qui apprend. Alors, on va parler donc les fameuses sources. Ça, c'est une des limites, et on en reparlera tout à l'heure. Je vais reprendre en fait le prompt complet, et je vais lui demander de me citer ses sources et de me donner des liens vidéo pertinents lorsque cela est approprié pour compléter mon travail. Parce que c'est quand même intéressant, comme tout universitaire que je suis, on nous demande bien sûr de justifier son travail. Et donc là, je vais donc lui demander de faire exactement la même chose. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce que vous avez vu, on lui demande petit à petit en fait des éléments. Alors, j'ai vu une question. Si on lui demande de publier un roman, d'écrire un roman, est-ce qu'on peut le publier? Alors, c'est drôle parce qu'il y a eu une information hier dans la presse, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où le gouvernement américain a considéré qu'une photo créée dans le cadre de ChatGPT, en fait, n'avait pas de droit d'auteur, n'avait pas de droit d'auteur. Donc, il n'appartenait pas en fait à la personne qui avait écrit le prompt et qu'elle appartenait à personne et qu'elle pouvait en fait être réutilisée. Donc là, on est dans le droit américain. Je ne sais pas entre guillemets encore pour l'instant quelle va être on va dire l'interprétation du droit européen et du droit français sur la conception de contenu par ce genre d'outils. Et là, je pense que ça va être les juristes qui vont devoir en fait travailler sur le sujet. Alors, bien sûr, à mon avis, ça va être, je pense, les juridictions judiciaires qui vont sûrement, entre guillemets, déjà, on va avoir des conflits entre les uns et les autres qui vont créer en fait je cherche les mots, je les ai oubliés, mais des situations qui vont, entre guillemets, après faire jurisprudence. Voilà, je cherchais le mot. Et à mon avis, après, le législateur va commencer à s'y mettre. Bon, pour l'instant, ils sont un peu occupés sur une autre réforme, donc je ne suis pas sûr qu'ils vont traiter le sujet maintenant. Mais le point, c'est que à mon avis, comme tout sujet, il va falloir 1 an ou 2 avant que ça arrive. Donc là, il est en train de nous... Donc, pour répondre à votre question, si vous lui demandez d'écrire un roman, dans la loi actuelle, vous pouvez bien sûr le publier. Il, entre guillemets, ne vous appartient pas, mais il n'appartient pas non plus à ChatGPT. Là, donc, je lui ai demandé tout à l'heure, vous vous rappelez, de me produire des sources par rapport au contenu qu'il a produit. Donc, c'est une des limites, vous allez le voir très rapidement, c'est que, bon, là, il produit du contenu en anglais, donc ça, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez bien sûr lui demander, j'aurais dû préciser dans mon prompt, de produire du contenu en français.
Et là, vous voyez aussi qu'il me met des liens YouTube avec des liens vidéo. Et vous voyez, donc on a Blogspot qui m'a fait des contenus et je vais dessus et oups, la page n'existe pas. Je fais un autre lien, oups, 404. Je vais sur un autre et là, pareil, les liens n'existent pas. Donc, il y a deux possibilités. Je ne connais pas encore en fait exactement la cause. La première, c'est, je pense que des liens en fait ont été, je pense qu'en fait, et c'est ça une des problématiques, il y a deux problématiques. Un, vu qu'il n'a pas été actualisé en termes d'information depuis 2021, il ne connaît pas ce qui s'est passé entre aujourd'hui et 2021. Donc, il n'a pas accès au contenu. Deux, il n'a pas accès à Internet. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable en fait, d'aller chercher du contenu sur Internet pour alimenter vos documents. Donc, il peut parfaitement vous ressortir des livres qui existent vraiment, mais par contre, il est capable de vous inventer des adresses, des liens de toutes pièces, parce qu'on vous lui avait demandé de le faire. Mais ces liens n'existent pas. Et c'est exactement sur les liens YouTube, c'est exactement la même chose. Vous allez voir, hop, ça n'existe pas. Donc ça, c'est une des limites de l'outil, c'est que il faut, dans le cadre de ses sources, vous voyez, récupérer le 21 mars 2023, c'est impossible. Alors, il les a récupérés le 21 mars. Par contre, il faudra vérifier au fur et à mesure si les sources sont bonnes. Mais en tout cas, les liens ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'a pas accès à Internet. Ah ben si, regardez. Vous voyez, il m'a fait mentir. Donc là, vous voyez, par exemple, le lien, il y a un texte sur la taxonomie de Bloom qui m'a ressorti. Donc ça, c'est sûrement des sites Internet ou des contenus qu'il a en fait récupérés avant 2021. Et donc, les liens qui ne fonctionnent pas, ce sont sûrement des liens qui ont été supprimés par les sites Internet entre 2021 et aujourd'hui. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport aux sources. Donc, pour terminer, on va aller un peu plus loin. Et là, je vais vous montrer l'utilisation de ChatGPT 4, qui, lui, est un peu plus puissant. Et là, je vais vous montrer, en fait, mon prompt que j'utilise si je veux, entre guillemets, concevoir une formation avec mes équipes, qui reprend les fondamentaux. Alors, je lui dis, voilà, tu es ingénieur pédagogique, parce que c'est bien aussi de lui mettre dans un contexte. Crée-moi une formation pour les salariés du service de communication du ministère de la Transition écologique sur concevoir sa newsletter. La formation dure 2 jours et 7 heures, et après, je lui demande un certain nombre de choses, définir le niveau des apprenants, d'abord les objectifs avec Bloom, etc. Et en fait, je lui demande tous les éléments qu'on a déjà travaillés ensemble. Hop. Donc, vu que ChatGPT 4 est très lent, très lent, mais beaucoup plus puissant, il va prendre beaucoup plus de temps. Donc, le temps qu'il conçoit, je vais donc répondre à vos questions sur le chat. Je ne sais pas s'il y en a. Pas très bien. Ce que je disais, c'était qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement où ChatGPT récupère ses données et les sources des informations qu'il produit. Est-ce qu'il n'y a pas une question de droit d'auteur qui se pose sur ce qu'il produit, en fait, simplement? Encore une fois, je ne suis pas juriste et on pourrait lui poser la question. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il en pense. Mais le point, c'est que de ce qu'on nous dit, c'est que toutes les informations qui lui ont été données, ce sont entre guillemets du savoir brut. Et le savoir brut, il est alimenté, bien sûr, vous savez, par l'ensemble des publications juridiques, des publications universitaires du monde entier. Et puis aussi par rapport à Internet. Si entre guillemets, après, ça reste entre guillemets dans le dire de la société qui l'a produit. Je ne peux pas là pour juste, on va dire, certifier que tout ce qu'il a utilisé, entre guillemets, il avait le droit de le faire. Mais dans le cas, entre guillemets, du fait de la digestion et de ce qui ressort, entre guillemets, derrière, vu qu'il n'est pas sur du copier-coller et qu'on n'est pas sur du plagiat, pour moi, aujourd'hui, à date, ce qui ressort, entre guillemets, nous appartient pour l'instant à personne. Et vu qu'aujourd'hui, nous, on est tous des gens avec des compétences et qu'on va retravailler
nos programmes de formation qui vont ressortir, ils vont nous appartenir parce qu'on va en fait réécrire les choses, améliorer les infos, rendre les questions plus complexes. Et en fait, on va petit à petit s'approprier en fait nos propres programmes et produire quelque chose de beaucoup plus qualifié. OK, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, le lien, en fait, bouton d'accès de l'extension ChatGPT en bas de l'écran, je ne l'ai pas activé parce que en fait, je n'ai pas eu le temps de m'y approprier de l'outil. Il peut, entre guillemets, bien sûr, se connecter à Internet et apporter des liens à jour. Mais je n'ai pas encore assez testé l'outil et le test. Bon, pour vous expliquer, il y a des extensions qui existent, qui permettent de compléter l'outil, qui permettent d'utiliser dans plein d'autres circonstances, et dont aussi de le connecter à Internet avec les informations du jour. Je ne connais pas la qualité de ce widget, je ne connais pas, entre guillemets, ce qu'il est capable de fournir, et je ne voulais pas vous présenter quelque chose de faux avant, en fait, avant de le lancer. Donc là, vous voyez qu'il continue à concevoir, et je voulais quand même vous montrer quelque chose parce que ça me fait marrer juste après, mais si vous avez d'autres questions, je vais en profiter. La différence par rapport aux droits d'auteur n'est-elle pas lorsque nous faisons nous-mêmes des recherches sur Internet, nous indiquons les sources, ce qui est souvent la condition à utiliser des infos? En fait, c'est toujours le point important, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur un sujet donné, que ce soit du savoir et autres, en fait, on nous a toujours appris à citer nos sources. Donc, le point, c'est que si vous demandez à ChatGPT de citer ses sources, vous pouvez. En fait, il le fait, il vous donne des infos. Attention, il peut y avoir encore un problème de fiabilité. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier que les sources existent vraiment. Pas spécialement que sur les liens, mais quand il vous parle de bouquins, et souvent il parle de livres, il faut vérifier qu'ils existent vraiment, que les auteurs n'ont pas été inventés. Parce que ça lui arrive d'inventer les choses. Donc, vous ne pouvez pas partir de semblant en disant ChatGPT, il l'a dit, donc c'est vrai. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, l'objectif, c'est d'expliquer un petit peu sa limite. Alors, je voulais ensuite revenir rapidement en fait, sur ses limites, parce que le temps qu'il est en train de terminer ce que je lui ai demandé, bien sûr, c'est qu'il a été, c'est avant tout un anglophone, même s'il a appris le français, et il a des fois des traductions un peu différentes, qu'on soit natif, on va dire francophone, ou qu'on soit, entre guillemets, quelqu'un qui a plusieurs années d'apprentissage au français, mais qui a encore des fautes de traduction. Et vous allez le voir des fois, il y a des mots qui traduisent différemment. Par exemple, Taksin-Bloom, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il y a des verbes de la Taksin-Bloom qui ne correspondent pas à la Taksin-Bloom. Parce que lui, dans son lexique anglais, certains mots le sont, alors que nous, en français, ils ne le sont pas, et qu'il y a des traductions qui ne sont pas toujours très bonnes. Donc ça, c'est un point et qu'il faut travailler. Les sources, voilà, on est avant 2021, donc il peut y avoir des liens 404 et des choses qui sont pas bonnes, et ensuite, il peut y avoir des erreurs de compréhension. Et c'est pour ça que le travail de print est en fait ultra important à faire. Hop, et en fait, il a terminé. Donc voilà, il a produit en fait un programme de formation, des tests d'évaluation beaucoup plus complexes, et vous vous rendez compte que le travail qui a été produit ici est beaucoup plus quali que le ChatGPT 3.5, beaucoup plus détaillé. Et alors, bien sûr, il y a encore des corrections à faire, mais on arrive à faire des choses vraiment très sympathiques. Et donc, je vais aller un peu plus loin dans la provocation. En fait, je vais lui demander en fait, voilà, peux-tu comparer mon programme avec celui que j'ai trouvé sur Segos qui parle de concevoir sa newsletter? Et je lui ai demandé qu'il me fasse un petit peu la différence entre ce que nous, on a produit avec lui et ce que Segos, en fait, nous propose sur son site Internet. Et donc là, il fait une comparaison entre les deux programmes de formation. Et donc, il va nous dire un peu la différence.
entre les objectifs des uns et l'objectif que nous, on propose. En attendant qu'il fasse, est-ce qu'on va proposer des questions? Est-ce que ChatGPT va-t-il remplacer le designer sur la création de logos, affiches et autres? Honnêtement, je ne suis pas... je ne sais pas du tout ce qui va se passer sur le marché du design et sur l'ensemble des marchés qui vont arriver. Encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui ont des sens artistiques et tout le monde ne l'a pas. Et qu'à un moment donné, on va devoir... Enfin, ces gens-là ne vont pas disparaître. Par contre, ils vont peut-être travailler différemment. Voilà, vous savez très bien que Internet a bousculé plein de métiers qui n'existent plus aujourd'hui, mais il y a plein de nouveaux métiers qui sont arrivés. Et c'est ce qui va pour moi évoluer. Alors, il n'a pas accès à Internet, mais par contre, il est, par rapport à l'autre question, il est capable en fait d'accéder à il est capable de lire des photos, il est capable de lire des pages Internet, mais il ne les enregistre pas. Et en fait, il ne part pas de ça pour concevoir en fait le projet de formation. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il est capable de lire une page Internet, il est capable d'écrire une photo, il est capable de comprendre les choses, il est capable de faire une comparaison, mais par contre, ce qu'il a trouvé sur Internet, avant 2021, en fait, il l'a mémorisé, ce qu'on lui a demandé, mais par contre, depuis 2021, il n'a pas le droit de le mémoriser. Donc, il n'utilise pas Internet et ce qu'il y a sur Internet pour vous proposer les réponses que vous lui demandez. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Peut-on demander en bonus les tests au format Moodle téléchargeable? Là, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, mais je vous laisserai peut-être tester. Mais là, en fait, il n'a pas terminé. Donc, vous voyez la comparaison. Le programme Sego, c'est le programme qu'on a proposé, ont des similitudes et des différences. Les deux programmes couvrent les aspects cités de la conception du newsletter, tels que la définition des objectifs, la rédaction des contenus, la création de maquettes. Cependant, il existe quelques différences notables. Le programme proposé inclut, donc c'est le nôtre, un module spécifique sur l'analyse des besoins du public, qui est important pour adapter le contenu, le design des attentes. Cette notion est incluse dans le programme Segos, mais elle n'est pas explicitement mentionnée dans un module dédié. Bon, en fait, encore une fois, lui, on lui a expliqué qu'un programme de formation, il commençait par l'adaptation de formation. On sait très bien que Segos fait son adaptation de formation en amont, donc ça, c'est un point qui est mineur. Le programme proposé met en davantage l'accent sur le design et les bonnes pratiques, y compris la hiérarchie visuelle, la typographie, les couleurs et responsive design. Le programme Segos mentionne la mise en scène de contenu, mais ne couvre pas spécifiquement ces éléments. Et je ne vais pas rentrer dans le détail au fur et à mesure, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable d'analyser deux choses différentes par rapport à ce qu'il a déjà conçu. Et ça permet aussi de vous positionner par rapport en fait, à la concurrence. Alors, je vais aller encore un peu plus loin si vous avez encore un petit peu de temps à m'accorder. Et après, on termine. Et je vais le faire avec ChatGPT 3.5 parce que 4 est trop lent. Et en fait, on va être rapide parce que je voudrais quand même vous proposer autre chose. C'est que je lui ai dit, voilà, Bob, je ne suis pas satisfait de mon programme de perfectionnement en vente que Proactive propose. Et je lui demande de reprendre le programme suivant, donc sur le suivant, et d'améliorer en fonction de ses connaissances. Et je souhaite qu'il me propose je souhaite proposer une formation aux commerciaux avec déjà une grande expérience. Donc, je lui demande de retravailler en fait un de mes programmes. Et donc, il va donc reprendre l'ensemble des éléments. Il va me conseiller sur ce qu'il faut améliorer par rapport à ce qu'on a lu sur le site Internet. Alors là, vous avez vu la différence entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4, c'est que là, en fait, il n'est pas capable de lire, on va dire, la page Internet. Si je vais mettre ChatGPT 4, par exemple, il va me proposer un travail complètement différent. Alors, je ne suis pas Bob. Il a toujours du mal avec Bob, hein, je suis désolé. Il n'a pas vraiment compris que c'était un surnom. Mais en tout cas, il va... alors, tu vois, il me dit qu'il ne peut pas accéder aux différents liens, mais il peut quand même m'aider à améliorer mon programme de perfectionnement. Et ce qui est quand même drôle, c'est que tout à l'heure, il a quand même réussi à me faire une comparaison entre Segos et le programme de formation qu'on proposait. Donc, il a des fois des choses encore qui font qu'il a besoin d'être amélioré. Bon, on a assez joué avec. On pourrait y passer des heures dessus et perdre du temps si on ne sait pas où on va. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment
vous, de votre côté, de cadrer vos utilisations et de ce que vous avez vraiment envie d'en faire. En tout cas, ChatGPT va devenir l'assistant d'ingénieur pédagogique et du formateur, ça, c'est sûr, et même des apprenants. On ne peut pas, entre guillemets, aller contre le changement, et ça, c'est quelque chose qu'il faut en fait comprendre. L'utilisation de son moteur va faire exploser les fonctionnalités des outils e-learning et des suivis pédagogiques, ça c'est certain, c'est-à-dire qu'il va être utilisé dans plein d'autres outils, et c'est déjà le cas. Il y a plein de business qui vont exister dans la formation, mais dans d'autres qui vont, entre guillemets, faire changer complètement les pratiques. On va aller sur l'amélioration de la personnalisation des formations en fonction des besoins des apprenants, ça c'est certain, avec bien sûr des tests de positionnement qui vont impacter le contenu, et on va être plus simple, ça va être plus rapide pour nous de proposer des contenus différents en fonction de ce que les personnes ont répondu au test de positionnement. Et il va bien sûr avoir des possibilités infinies, et ça, vous le savez tous. Vas-y, continue. En ce qui concerne en fait Proactive Academy et ChatGPT, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce que nous on va faire? Vous le savez très bien, nous on forme des formateurs à l'ingénierie pédagogique, à l'animation de formation, à distance, en présentiel. Et donc, bien sûr, on va utiliser et on va intégrer l'outil dans notre organisation pour rester dans l'air du temps. On forme nos équipes et nos formateurs à cet outil. Et on va bien sûr proposer des modules de formation à ChatGPT dans nos programmes de formation actuels, c'est-à-dire nos formations qui s'appellent Concevoir et gérer une formation, ingénierie pédagogique, animer et gérer une formation, vont avoir des modules avec ChatGPT à intégrer dedans pour adapter et s'adapter en fait aux nouvelles utilisations. Et on va proposer aussi une formation indépendante, utiliser ChatGPT dans la conception pédagogique et dans la formation pour permettre à des gens qui sont déjà formés en fait, de pouvoir, entre guillemets, s'approprier l'outil et avec des prompts déjà présents, pouvoir en fait vous aider à avancer les choses. Et vous avez bien vu, on est rentré dans un programme de formation qui est seulement de 2 jours, mais imaginez les possibilités avec un référentiel et des blocs de compétences d'une certification au répertoire spécifique ou au RNCP. Voilà un peu, j'espère que ce qu'on vous a donné aujourd'hui, cette présentation un peu en test en réel, et tout s'est bien passé, je m'attendais à pire et je suis très heureux que ça ait bien fonctionné. Mais si vous avez encore des questions, je prends 5 minutes pour encore y répondre et après, on vous laisse. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser et on peut en profiter. Oui, par exemple, vous m'entendez? Oui. Alors, je voulais savoir, alors avec l'histoire du chat GPT, est-ce que vous allez créer des nouvelles plateformes e-learning? Alors, nous, Proactive Academy, non, parce qu'on n'est pas un concepteur de logiciels. Nous, on conçoit de la formation. Mais D'accord. par contre, je pense que des sociétés comme RiseUp, par exemple, qui sont un peu une entreprise qui nous est familière, ou d'autres, vont sûrement, entre guillemets, se mettre dessus. Ils vont regarder comment les API de ChatGPT peuvent, entre guillemets, demain façonner leurs outils. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps parce que voilà, ils ont des codes sources déjà définis. Donc, après, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un concepteur de logiciels, mais à mon avis, il y a plein de choses. Enfin, ça va les bousculer aussi parce que ça va sûrement sortir des concurrents qui vont peut-être être beaucoup plus flexibles par rapport à des outils comme ChatGPT, mais je me trompe peut-être. Moi, je trouve que c'est très bien chat GPT parce que quand on a besoin de chercher des renseignements, tout de suite, ça donne pour gagner du temps, hein. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions écrites? Ouais. Tu as une question. Alors, on te demande si c'est possible de concevoir des images, des avatars avec ChatGPT. Alors non. En fait, ChatGPT est juste un outil conversationnel. Donc ça, c'est un point important à savoir. Si vous voulez en fait concevoir des images, vous avez plusieurs logiciels dont DALL-E. Je ne connais pas les autres, je les ai notés quelque part et j'ai une to-do list de sites à aller checker et des applications. Mais en fait, voilà, ChatGPT, c'est que du contenu écrit. Et justement, sur le contenu écrit, on te demande si c'est possible de lui faire résumer un article qu'on aurait écrit de notre côté.
Oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. Vous pouvez lui demander plein de choses. Alors, pour info, ChatGPT 4 n'est pas accessible en fait aux versions gratuites. Il faut avoir payé en fait avoir la version payante comme la nôtre pour pouvoir tester la version 4. Et juste pour finir sur l'article, est-ce que lorsqu'il résume donc un article ou n'importe quel document, il reprend ses propres mots ou est-ce qu'il utilise les mots de cet article et qu'il les synthétise? Alors, il va utiliser ses propres mots. L'objectif, c'est d'éviter le plagiat. Par contre, vous pouvez lui demander de citer des parties d'articles qui lui paraissent pertinentes. Vous savez, quand on écrit une rédaction ou un document, un résumé, des fois, on cite des gens avec la source et autres, et ça, vous pouvez lui demander de le faire. Et enfin, la dernière question, c'était sur la version aujourd'hui. Alors, je sais que on n'est pas vraiment sur la partie technique, mais est-ce qu'on sait pourquoi ChatGPT s'est arrêté en 2021? Je ne sais rien du tout. Je pense qu'il y a des raisons qui sont liées, à mon avis, à des raisons financières. Le point, c'est qu'il faut quand même des ordinateurs ultra puissants pour pouvoir traiter autant de données. Et je pense qu'ils ont voulu d'abord se rater. En fait, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs éléments, mais ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais synthétiser très rapidement. Je pense des raisons financières, où ils voulaient très rapidement même lancer un modèle économique pour pouvoir financer le développement de l'outil. Deuxièmement, il faut savoir aussi qu'il y a des raisons éthiques et en fait, il y a un gros travail aussi d'éviter que l'intelligence artificielle se dévie de sa propre première mission et nous manipule parce que voilà, il y a toutes ces histoires d'éthique, de manipulation. On le voit très bien déjà dans la science-fiction et je pense que c'est des bons exemples. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je pense qu'ils voulaient à un moment donné avoir un moteur qui soit puissant et après ils vont continuer à l'alimenter. Mais je pense que ça viendra. Mais je vous conseille peut-être d'aller voir la littérature qu'il y a sur le sujet pour compléter. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a terminé. Je vous propose de réécouter le podcast si vous êtes intéressé et qui sera publié la semaine prochaine, en tout cas qui reprendra l'ensemble du contenu. Un YouTube en images et en son sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour avoir des informations nouvelles sur tous les contenus qu'on produit. On produit un sujet tous les 15 jours. Et en plus, donc, ça veut dire dans un petit mois, vous aurez un sujet uniquement sur l'intelligence artificielle avec ChatGPT pour voir comment il fonctionne et qui est derrière avec un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et puis, si vous avez envie de vous former et de vous améliorer ou de discuter avec nous, vous savez où nous trouver. En tout cas, merci à tous. Merci Laetitia pour cette super échange. Merci à vous. Et je vous dis donc à très bientôt chez Proactive Academy et au Betting Club. Passez une agréable journée. Très bonne journée. À Au bientôt. revoir. Au revoir.